l'actualité de ce samedi, il a été élevé au rang de docteur honoris causa par l'Académie nationale de défense du Nigeria. Le chef de l'État ivoirien a ensuite mis le cap sur le Togo. Plusieurs sujets abordés avec son homologue, notamment la situation économique et financière en Afrique de l'Ouest. Le Parlement de la CEDEAO veut renforcer son pouvoir au sein de l'organisation. Les ministres de la Justice ouest-africains se sont réunis à Abidjan. Pendant deux jours, ils ont planché sur la question. Et puis en sport, les Ivoiriennes remportent la médaille d'or de basketball aux Jeux de la francophonie de Nice. Les filles de Pointe-Chose-Primont, représentant la Fédération Wallonie-Bruxelles, se sont inclinées sur un score de 87 à 70. Bonsoir à vous, bienvenue dans le 23h sur RTI 1. Visite de travail aujourd'hui pour le président ivoirien au Togo. Alassane Ouattara a eu une rencontre avec son homologue Faure Gnassingbé. Les deux présidents ont entre autres évoqué la question du rapatriement volontaire de plusieurs milliers de réfugiés ivoiriens de Lomé et la situation économique et financière en Afrique de l'Ouest. Viviane Aïma. En provenance d'Abuja, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé en fin d'après-midi à Lomé, où il a été accueilli par son homologue togolais, le président Faure Essozimna Gnassingbé. Visite destinée à l'examen de plusieurs sujets d'intérêt commun, a expliqué le chef de l'État ivoirien, sans omettre de relever avec satisfaction le bon déroulement des élections législatives du 25 juillet dernier au Togo. Il faut rappeler qu'avant leur tenue, le président de la République Alassane Ouattara, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, s'était rendu à Lomé les 18 et 19 juillet pour apaiser les tensions qui menaçaient la tenue de ce scrutin. Je viens féliciter mon frère, mon ami, et lui dire que ces élections, nous savons, étaient transparentes, crédibles. Nous nous en réjouissons et je pense que le Togo doit être en paix. Nous recherchons la paix dans la sous-région. J'étais hier à Abuja pour voir le président Jonathan et nous sommes très satisfaits de la manière dont les choses sont passées. Le peuple togolais a décidé d'avoir l'assemblée qu'il a eue et je souhaite que maintenant, évidemment, tout le monde soit engagé dans la voie de la paix, dans la démocratie. Je suis venu aussi remercier mon frère, le président Faure, et lui dire que nous avons besoin de ses conseils sur un certain nombre de dossiers que j'aurai à lui exposer un peu plus tard. Pour cette deuxième visite en l'espace de 2 mois à Lomé, le président de la République est accompagné des ministres Ali Koulibaly de l'intégration africaine et Kabani Ale, chargé de l'économie, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence Amadou Gon Koulibaly et du conseiller spécial Mamadi Diané. Il vient d'être honoré par l'Académie nationale de défense du Nigeria. Le président Alassane Ouattara a été élevé au rang de docteur honoris causa, un gage des bonnes relations et du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Produire des chiffres, disposer de statistiques fiables pour différents domaines socio-économiques dans les pays membres de la CEDEAO, c'est à cela que l'organisation ouest-africaine veut parvenir, et cela pour une bonne prise en charge et un meilleur suivi des programmes de développement sous-régionaux. Honorine Anigori. La politique statistique vise à favoriser le développement des systèmes statistiques dans les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO par une production de statistiques harmonisées et de qualité. Les divers chantiers d'harmonisation statistique validés par les directeurs généraux des instituts nationaux de statistique au cours des échanges proposent des moyens pour rendre opérationnel le cadre de développement de la statistique au sein de la CEDEAO. Le programme statistique régional PSR 2014-2018 qui vise notamment à renforcer les capacités des systèmes statistiques nationaux. Le Fonds de développement de la statistique, censé être un mécanisme régional de financement durable de l'activité statistique. Dr Ibrahim Abba, directeur général de l'Institut national de statistique en Côte d'Ivoire, situe l'importance des données statistiques dans la gestion des besoins des populations. Mais les populations entendent que les statistiques permettent aux décideurs de prendre les bonnes décisions qui les concernent. Un exemple simple.
On ne peut pas construire d'école dans une région si on ne sait pas combien d'enfants vont aller à l'école. Sinon, on fait un investissement à perte. Pour le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mapritouakeus, le futur d'un État réside dans sa modernisation et pour y arriver, il faut s'appuyer sur les données statistiques. Nous avons un besoin en collecte et en analyse et nous avons besoin donc d'assurer la disponibilité de nos statistiques au niveau de l'espace de la CEDEAO. Ici, l'élaboration des statistiques va nous permettre d'aller dans ce sens-là. L'impact sur notre développement sera évident et les objectifs d'intégration seront certainement atteints. L'harmonisation statistique au sein de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, contribuera à consolider la collaboration entre la Commission de la CEDEAO, les États membres et les acteurs de la statistique. Une autre réunion des ministres de la CEDEAO, il s'agit cette fois de Parlement. Il est question pour les ministres de la Justice des États membres de faire de ce Parlement un organe fort, un organe de décision et de contrôle au sein de la CEDEAO. Une rencontre de 2 jours les a réunis dans la capitale ivoirienne. Ils ont planché sur la question. Le Parlement de la CEDEAO a été créé en 1993 et depuis, il joue un rôle consultatif au sein de l'institution ouest-africaine. Il est désormais question pour les ministres de la Justice de lui donner plus de pouvoir. Ce Parlement interafricain veut devenir un organe avec des pouvoirs législatifs et budgétaires. Pour son président, il est question de contrôle et de bonne gouvernance. Et notre intention est réellement d'aller de l'avant en mettant en place un Parlement qui a des pouvoirs, qui règle, qui régule, qui donne des conseils. C'est tout cela, le repositionnement et la bonne gouvernance que nous voulons instituer à travers le Parlement dans la sous-région. Pendant 2 jours, les ministres de la Justice de la CEDEAO ont planché sur la question. Ils se disent satisfaits du résultat de la rencontre. En termes de renforcement des pouvoirs du Parlement, la présente session a eu plutôt pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement qui permettraient donc à terme au Parlement d'avoir la plénitude des pouvoirs auxquels il aspire. Le Parlement de la CEDEAO est une assemblée populaire communautaire composée de personnes qui représentent l'ensemble de la population de la communauté. Les représentants du Parlement et leurs suppléants sont élus au suffrage universel direct par les citoyens des États membres. La lutte contre la désertification, également au cœur des actions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les ministres adoptent un plan de convergence en la matière. Le reportage de Noël Niayo. C'est fait. Les ministres des États membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une dizaine sur les 16 attendus, ont adopté le plan de convergence sur les forêts après échange et éclaircissement apportés par les experts après une demi-journée de travail. En un mot commençant, ils ont saisi toute la pertinence de l'invite de M. Charles Kofi Dibi, ministre d'État ivoirien des Affaires étrangères, au nom du Premier ministre. L'heure est à la mise en commun des stratégies développées au niveau de chacun de nos États, en raison de notre appartenance commune à des zones écologiques dont les spécificités constituent des richesses à préserver et pour lesquelles une action concertée des différents gestionnaires que nous sommes est nécessaire. C'est ensemble que nous réussirons à faire de l'économie verte une réalité dans nos pays respectifs. Pour cette économie verte, il est recommandé aux États membres, entre autres, de mener des activités d'évaluation sur la contribution des forêts à l'économie nationale. Les ministres ont également adopté le programme d'action sous-régional sur la lutte contre la désertification en Afrique de l'Ouest et le plan de convergence pour la gestion et l'utilisation durable des écosystèmes forestiers dans la sous-région. Un café de l'invention et de l'innovation pour préparer le salon de l'innovation et de l'invention. Inventeurs, chercheurs et industriels se sont rencontrés en un même lieu. Objectif, faire des recommandations pertinentes pour leur participation au développement de l'Afrique subsaharienne. Gabriel Zani.
Les résultats des inventeurs et chercheurs ivoiriens ne sont pas exploités. La cause, manque de moyens pour faire la promotion des découvertes et inventions. Pierre Gibril, inventeur du premier logiciel de gestion universelle, a eu un peu plus de chance que ses confrères. Personnellement, j'ai bénéficié de pas mal de moyens, comme les mathématiciens l'ont été dans le temps, comme les agriculteurs, comme bien d'autres secteurs qui peuvent tirer l'économie du pays. Les inventeurs peuvent faire pas mal de choses, mais on a besoin d'un coup de pouce et nous disons que nous avons besoin de notre milliard. Et pour trouver ces milliards, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'associe avec des partenaires tels que le cabinet Okapi qui initie des rencontres pour rapprocher innovateurs, chercheurs, chefs d'entreprise et industriels. Le café de l'invention et de l'innovation tenu ce vendredi répond à cet objectif. Un projet de loi déjà qui a été présenté au gouvernement, qui va donc passer à l'Assemblée, être adopté. Et dans ce projet, il y a la mise en place d'un fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation, du développement technologique. Et si ce fonds est mis en place, je pense que de grandes actions en faveur de la recherche pourront être menées. Cette rencontre se tient en prélude au Salon de l'invention et de l'innovation technologique qui aura lieu en octobre prochain à Abidjan. La question de la promotion des résultats des recherches est le maillon faible du secteur. Mais encore faut-il que les acteurs déposent des brevets, car seulement 15 à 20 brevets sont déposés par an par les concernés. Très peu selon le directeur de cabinet du ministère de tutelle, la question de la propriété intellectuelle n'est pas encore rentrée dans les habitudes des chercheurs et inventeurs ivoiriens. L'Autorité nationale de régulation de l'électricité veut une amélioration des services offerts aux populations. Pour cela, elle forme les acteurs du secteur de l'électricité de 7 pays d'Afrique francophone. Christelle Ménan, Honorine Anigori. Clôture à Abidjan ce vendredi d'une formation des cadres de haut niveau actifs dans le secteur de gestion et de régulation de l'électricité et des télécoms. Pendant 5 jours, ils ont été formés, entre autres, sur les outils réglementaires en matière de régulation et sur le rôle de l'État et du régulateur dans le contexte socio-économique des pays africains. Se déroulant pour la première fois hors du Canada, la formation a été rendue ainsi plus accessible aux participants africains qui ont vu leurs capacités renforcées par des spécialistes internationaux. L'événement couronné d'un satisfecit général a été organisé par l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE, en partenariat avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD, avec l'appui du ministère du pétrole et de l'énergie. Améliorer les compétences des hommes qui travaillent dans ce métier de régulation, c'est permettre à nos populations de profiter des gains en termes de services, mais aussi leur fournir un service à bon marché. Ça permet aussi de créer un cadre qui rassure les investisseurs pour investir dans ces infrastructures-là qui sont des infrastructures importantes, qui demandent beaucoup de financement. L'ANARE, régulateur ivoirien du secteur de l'électricité, est chargé de protéger les intérêts des consommateurs, veillant au respect des lois et conventions par les opérateurs du secteur, comme la compagnie ivoirienne d'électricité. En tant qu'arbitre et médiateur, elle assiste et conseille toutes les parties prenantes du secteur, État, opérateurs économiques et surtout consommateurs. À quelques jours de la rentrée des classes pour l'année 2013-2014, l'heure est à l'application des réformes de la formation professionnelle. Une rencontre a eu lieu dans ce sens entre les différents acteurs du système éducatif et les partenaires en Côte d'Ivoire. Serge Gangoma et Honorine Anigori. Le renforcement de la qualité des ressources humaines, la restructuration et l'opérationnalisation des filières de la formation professionnelle, l'adaptation et le développement des programmes de formation à l'évolution technologique sont entre autres les principales lignes de la réforme sur la formation professionnelle. Une réforme adoptée en 2009 pour redynamiser le secteur, et cela en vue de stimuler la compétence d'une part et créer d'autre part une adéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi. L'application de cette réforme s'impose aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la vision du patronat, qu'ils ont bien décrit d'ailleurs dans ce document
Côte d'Ivoire 2040. J'ai regardé ce document. Ils n'ont pas besoin de philosophes, le secteur privé. Ça veut dire simplement qu'il faut tout reprendre et reprendre notre système éducatif pour que définitivement, une fois qu'on est engagé, eh bien qu'on sorte avec un métier, qu'on sorte avec des diplômes, mais qui vous donnent en réalité un emploi. La volonté du ministère d'État, ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des affaires sociales de mettre en œuvre la réforme de la formation professionnelle à partir de cette année scolaire 2013-2014 est appréciée. En tant que mère, c'est une grande satisfaction. Je sais qu'on va demander aux enfants, voici les besoins des entreprises. Parmi ces besoins, qu'est-ce que toi tu veux faire? Je veux faire ceci, je veux faire cela, alors voilà la formation qui te convient. L'enfant va faire la formation, il sort, c'est sûr qu'il a de la place, il va être engagé et c'est un soulagement pour nous les parents d'élèves. Au cours de cette rencontre qui a enregistré la présence de la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et de l'Agence Française de Développement, des doléances ont été présentées au ministre Moussa Dosso qui dit avoir pris bonne note. À Bouaké, trouver un logement est un véritable casse-tête pour les étudiants. Sur 16 000 étudiants de l'université Alassane Ouattara, 14 000 sont obligés de se loger eux-mêmes, pour la plupart dans des conditions difficiles, avec des offres de logement précaires, compte tenu de leurs maigres moyens. Soro Corona et Diarasouba Larsen. L'université Alassane Ouattara compte près de 16 000 étudiants. Pour ce nombre, seulement 2 000 lits sont disponibles pour leur hébergement. Ainsi, de nombreux étudiants se voient obligés de se trouver un toit hors des cités universitaires pour le temps de leur formation. Ces logements, situés pour la plupart dans les villages d'Adjeyaokro, Asumankro et Djelekro, à proximité de l'université, sont sans commodité. Voici la maison que je loue à 7 000 francs. Les conditions de vie ici sont très très difficiles. Il n'y a pas l'électricité ni eau potable. La maison coule même. Ici, mes papiers ont été mouillés. Rien n'a changé à Yaokro. À partir de 18 ans d'or, on ne peut pas étudier. Comme Kwadjo Sonia, ils sont nombreux, ces étudiants qui résident dans ces villages dans des conditions difficiles. À l'origine de ces conditions de vie difficiles figure en première ligne le manque de transport et de moyens financiers. Quand je dis problème de moyens, c'est au niveau du transport surtout. Parce qu'à Bouaké, il n'y a pas de bus. Donc loger en ville, ça suppose qu'à chaque moment, il faudra payer le transport. Les prix de ces maisons varient entre 7 000 et 10 000 francs CFA le mois. Et les étudiants fondent leur espoir sur le programme présidentiel d'urgence, PPU, pour accroître la capacité d'accueil des résidences universitaires. On demande au ministre, au président de la République même, s'il peut faire quelque chose pour les étudiants de Bouaké, parce que les étudiants de Bouaké souffrent. Nous demandons au président de la République surtout, vraiment de faire face aux étudiants de Bouaké, de leur apporter vraiment une aide financière, de nous aider sur tous les plans. En attendant la réouverture des cités universitaires pour la prochaine rentrée académique, le problème de logement des étudiants à Bouaké se pose avec acuité et demeure une préoccupation majeure. Parlons santé, la télémédecine en Afrique francophone a 10 ans. Qu'est-ce que la télémédecine? Quel est le bilan de ces 10 années? La réponse avec Herman Yamia. 10 ans de télémédecine en Afrique francophone, les experts jugent le bilan satisfaisant. Introduite dans l'espace francophone par le réseau en Afrique francophone pour la télémédecine RAFT, cette innovation médicale a permis à des milliers de professionnels de la médecine de renforcer leurs capacités. La télémédecine n'est rien d'autre que l'utilisation des TIC pour pratiquer la médecine. Elle met fin à l'isolement des professionnels de la médecine qui sont en zone éloignée de recevoir de l'aide d'un expert dans la prise en charge de leurs patients. Il leur suffit seulement d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. Je prendrai le cas des médecins ou d'un infirmier qui serait dans une zone où il faut qu'il y ait nécessairement une connexion Internet ou bien avoir une clé. À partir de ce moment-là, lorsqu'il est devant un malade qui présente, je dirais simplement une poussée hypertensive importante qui n'arrive pas à traiter avec les médicaments usuels, il peut demander l'avis d'un cardiologue à l'Institut de cardio
et qui lui dira, au stade où vous êtes arrivé, faites venir le patient. Présent dans une vingtaine de pays, le réseau en Afrique francophone pour la télémédecine a dispensé plus d'une centaine de cours en 10 ans d'existence. Le programme est affiché quelques semaines à l'avance et les gens donc se retrouvent le jeudi matin. On a en général entre 20, 30, parfois 40 hôpitaux qui sont connectés un peu dans toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire a lancé un ambitieux projet de cybersanté et il est clair que l'expertise développée depuis 10 ans par le réseau RAFT pourra être très utile pour appuyer le développement de ce réseau de cybersanté. Le réseau en Afrique francophone pour la télémédecine a été créé en 2003 au Mali. Son objectif, soutenir la formation continue des professionnels de la santé et réduire leur isolement au moyen des TIC. Plus que quelques jours avant les premiers départs au pèlerinage en Arabie Saoudite pour les musulmans de Côte d'Ivoire, ce vendredi 20 septembre marque le top départ. Pour le Hajj 2013, le commissariat a déjà pris toutes les dispositions nécessaires. À l'aéroport, le site d'accueil des pèlerins a connu un véritable toilettage. Dès ce lundi 16 septembre, la liste des pèlerins des 5 premiers vols sera connue. Chaque pèlerin sera convoqué pour les dernières formalités, la réception de son kit et la prise de contact avec son encadreur de proximité. Le premier vol étant prévu pour le vendredi 20 septembre 11h30, le commissariat du Hajj donne les dispositions pratiques pour ce premier départ vers la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Dès lundi, le pèlerin sera pris en charge par le GDR, par la gestion départ-retour, et le pèlerin sera amené sur le dernier chapiteau qui est dans la cour d'Al-Bayan et ensuite par notre groupe, notre système d'encadrement de proximité, 43 pèlerins auront un encadreur religieux guide qui va monter dans les cars avec eux pour être acheminés ici. Je précise que les convocations des pèlerins, c'est le jeudi à 23 h à la grande mosquée de la Riviera, le 19. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire rassure, toutes les dispositions sont prises pour faciliter le voyage aux pèlerins ivoiriens, un bon départ et un bon retour. Cette année, l'État ivoirien prévoit 10 vols pour 4510 pèlerins à raison de 450 personnes par vol. En tout, 5600 musulmans ivoiriens participent au Hajj 2013 pour satisfaire au 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Les chrétiens catholiques viennent d'effectuer le pèlerinage à Lourdes, c'est en France. À côté de l'aspect spirituel du voyage, les pèlerins ont découvert des sites touristiques. Thérèse Tapé-Yoboué. Les grottes de Bétarame, grande merveille des Pyrénées. Elles ont été découvertes par des chasseurs en 1845 et exploitées en 1903 par un Anglais, Léon Ross. Elles comprennent 5 étages superposés comme ceux d'une maison. Ces étapes ont été creusées à des époques différentes, représentant des scènes de la vie. La température à l'intérieur reste stable. Ces grottes sont constituées de 410 marches du début à la fin, sans oublier les trajets en petits bateaux sur la rivière et en train. Ces grottes constituent sans aucun doute une des curiosités exceptionnelles au monde. Dernière étape, la visite d'une exploitation viticole familiale située sur les coteaux du Girançon, près de Pau, le Clos Lapère. C'était à l'époque une petite exploitation familiale de 4 hectares. Elle s'étend aujourd'hui sur 17 hectares de vignes en agriculture biologique sur les versants des Pyrénées. La production est vinifiée dans son ensemble en vin blanc, sec et moelleux. Ces vins se boivent chambrés dans un verre à pied. 50 personnes travaillent dans cette exploitation qui a aujourd'hui 27 ans.
Restons en France, à non loin de Lourdes, le village de Bartrès, lieu qui a bercé l'enfance de Bernadette Soubirous, célèbre pour avoir témoigné de 18 apparitions mariales. C'était à la grotte de Massabielle entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Découverte de ce village en images avec Thérèse Tapé-Yoboué. Bartrès, petite localité située à environ 15 km de Lourdes, a constitué la première étape de la visite des pèlerins dirigée par Jean-Paul Nobo. Ce village est devenu célèbre pour avoir accueilli Bernadette Soubirous quand elle avait 7 mois. Sa mère, ne pouvant pas l'allaiter suite à des brûlures au sein, elle a été placée en nourrice chez une dame du village, Marie Laguers. À 13 ans, Bernadette a été ramenée à Bartrès, où elle avait cette fois-ci la garde des brebis et des vaches de sa nourrice. Chaque année, de nombreux pèlerins visitent ce village. On vient pour rencontrer Dieu. Cette rencontre de Dieu se fait par l'intercession soit d'une sainte ou d'un saint. Et dans le cas de l'autre, c'est Sainte Bernadette. Et on n'oublie pas de glisser dans la petite bergerie des intentions particulières. Muriel Aoré, vice-championne du monde en athlétisme, est maintenant ambassadrice de la ville de Grand Bassam. Elle a été nommée au cours d'une cérémonie sur place à Bassam. Double médaillée d'argent aux 100 et 200 mètres des derniers mondiaux de l'athlétisme, Muriel Aoré a été célébrée ce vendredi par les Bassamois. Les autorités royales et municipales de la ville historique ont voulu marquer leur reconnaissance à Muriel, la Bassamoise, désormais reine d'Enzima Kotoko. Le maire de Grand Bassam, Georges-Philippe Ezalé, a saisi cette occasion pour exhorter la vice-championne à promouvoir le patrimoine culturel de Grand Bassam en lui remettant symboliquement les clés de la ville. À sa suite, le chef de cabinet du ministre de la Culture, Yves Conon, l'a élevée au titre d'ambassadrice de la culture bassamoise. J'ai pas de mots, je suis vraiment émue, vraiment dépassée, vraiment surpassée par tout l'amour et l'accueil chaleureux que j'ai reçu. Vraiment, je remercie tout le monde, le roi de chaque royaume, et vraiment merci beaucoup. Merci. Elle représente beaucoup pour la Côte d'Ivoire, mais c'est important également qu'on la célèbre parce que elle vient de Bassam. Sa maman est de Bassam et donc c'était pour nous tout à fait normal qu'on dise que Bassam est fier d'avoir une fille de sa valeur et qu'on souhaite qu'elle soit à quelque part. Donc l'ambassadrice de Bassam, qui est également patrimoine mondial de l'UNESCO, pour faire la promotion de cette ville. Une danse royale exécutée par des jeunes demoiselles, une démonstration de taekwondo du petit Amisha Jean-Claude ont meublé la séance de détente de cette cérémonie. Notre vice-championne s'est même laissée entraîner par des pas de danse au grand bonheur du peuple Nzima. Avant Grand Bassam, Muriel Aoré était à Krenjabo où elle a également été célébrée. C'était un reportage de Aude Alegbé. Et puis, côté sport, Jeux de la francophonie de Nice, la Côte d'Ivoire a remporté le tournoi de basketball féminin des Jeux. Les championnes ivoiriennes ont battu le Point Chose Primont, représentant la fédération Wallonie-Bruxelles. Elles se sont inclinées dans un score de 87-70 face à la Côte d'Ivoire. Robert Begré-Mambé a reçu la médaille de citoyen de Nice. Cette distinction s'inscrit dans le cadre des 8e Jeux de la francophonie qui auront lieu ici même en Côte d'Ivoire. Sébastien Ogna. Cette distinction d'honneur de la ville de Nice à Robert Begré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, vise plusieurs objectifs. Christian Estrosi, député maire de Nice, veut transmettre son expérience de façon officielle dans l'organisation des prochains Jeux de la francophonie 2017 à la Côte d'Ivoire. Ensuite, approfondir et mettre en pratique d'autres échanges dans les domaines de l'urbanisme, des infrastructures, du tourisme, de l'enseignement, de la science et de la médecine. Et cela doit passer par cette distinction pour traduire un premier geste concret. Cher Robert, je suis heureux, et tous les Niçois avec moi, de vous accueillir comme citoyen de notre commune, car elle porte bien son nom. Commune, le lieu des attachements et des intérêts communs. Nous voilà tous deux fois concitoyens. Nous dédions cet honneur d'abord au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Ensuite, à tous les maires du district d'Abidjan, ils sont présents, parce que c'est eux qui font Abidjan au quotidien. Ils partagent la souffrance des populations,
Ils sont les premiers maillons qui vont au-delà de l'espérance des populations pour anticiper eux aussi et apporter les réponses aux préoccupations des populations. C'est pourquoi cet honneur, nous le partageons avec tous les maires d'Abidjan. Ce dimanche 15 septembre 2013, le député-maire Christian Estrosi remettra à la Côte d'Ivoire et à Abidjan, au nom de la France et de Nice, le drapeau des Jeux de la francophonie. C'est ici que s'arrête cette édition. Excellente fin de soirée et très bon week-end à vous sur RTI 1.